En introduction, ce que je vous propose, on avait convenu avec Annie que je présenterais le bouquin sur les chrétiens de Gaza, puisque c'est la semaine interreligieuse. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'interreligieux, spécialement entre islam et christianisme. Donc c'est très 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 important. Donc je vous en parlerai dans un premier temps. Après, Amine me fera un grand signe comme ça, pour que je m'interrompe. Et puis je vous présenterai le livre qui n'est pas encore sorti officiellement, mais dont j'ai eu l'impression, et qui est donc ici, qui est une biographie du Cheikh Yassine. Alors, concernant les chrétiens de Gaza, c'est un sujet auquel j'ai pensé depuis longtemps, et les rares journalistes de télévision qui m'ont demandé de suggérer des sujets, je leur ai suggéré plusieurs fois, car ça me semblait un très bon sujet. D'abord, chrétiens de Gaza, ça interpelle. Énormément de gens s'imaginent qu'il n'y a évidemment pas de chrétiens à Gaza, qu'ils sont tous partis ou ils sont tous morts. Et puis, ce qui est faux, il y a une communauté chrétienne vivante. Et deuxièmement, c'est un bon sujet de télévision aussi parce que il y avait, malheureusement, depuis le 7 octobre, la situation est différente, mais il y avait beaucoup d'images à montrer, des très belles images avec à la fois des vestiges architecturaux et des lieux de culte très vivants et très actifs. Et puis un jour, mon éditeur m'a dit, mais écoute, tu devrais faire un bouquin sur ce sujet. Alors, je me suis dit, pourquoi pas. Et donc, c'est un livre qui s'articule en deux parties. La première partie, c'est une histoire chronologique du christianisme à Gaza, qui est un sujet évidemment intéressant, puisqu'on est tout près du lieu de la révélation. Et donc, c'est 2000 ans finalement d'histoire qu'on peut retracer dans cette région, qui est une région, c'est banal de le dire, que c'est une région carrefour. Alors, cette histoire, je l'ai fait commencer au début du christianisme, et donc il y a la question des sources qui se pose. Et en ce qui concerne ce qui s'est passé, par exemple, il y a 2000 ans, on le sait, les sources sont extrêmement limitées ou alors discutables, en ce sens que ce sont des textes bibliques qui ont été écrits parfois avec un énorme décalage entre les événements qui se sont déroulés et le moment de leur écriture, et qui souvent nous renseignent davantage sur ceux qui l'ont écrit à la période où ils l'ont écrit, plutôt que sur ce qui est passé de façon très factuelle. Alors pour cette partie très ancienne, j'ai choisi finalement, je suis allé à la facilité, c'est-à-dire que j'ai fait raconter cette histoire par des gens qui sont à la fois des religieux convaincus et qui en même temps sont des historiens et des archéologues. Donc il y avait cette fameuse école biblique et archéologique de Jérusalem avec les frères dominicains qui ont, notamment Jean-Michel de Tarragon et Jean-Baptiste Imbert, qui ont fouillé pendant 30 ou 40 ans le sous-sol de Gaza et qui ont mis à jour un certain nombre de choses très, très importantes, dont vous avez eu écho d'ailleurs à Genève, puisqu'il y a une très ancienne collaboration universitaire entre l'Université de Genève et la bande de Gaza. Et vous avez à l'origine de cette histoire, c'est un visiteur, c'est un voyageur belge qui s'appelait Max van Berchem. Est-ce que quelqu'un connaît Max van Berchem? Non, c'est bien, vous voyez, c'est... Ah, il y en a un. Oui. Mac Van Berchem. Oui, mais moi je connais le McDonald's, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça se confirme. Voilà, Max van Berchem a fait un voyage en ce qu'on appelait l'Orient, donc à la fin du 19e siècle. Il a pris d'excellentes photos d'ailleurs de tous les lieux de culte. Et depuis, il y a une espèce de collaboration entre l'université de Genève et la Palestine. Et donc, toute une série de vestiges ont été mis à jour, on en parlera tout à l'heure, mais pour revenir à Genève, ça aboutit, il y a une quinzaine d'années, je dirais, à une très belle exposition, Gaza au carrefour de l'histoire, qui a été faite au musée d'art et d'histoire de Genève.
Et c'est Jean-Baptiste Imbert qui, dans des conditions extrêmement difficiles, eh bien, a fait sortir toute une série de pièces archéologiques qui ont été exposées ici, dans une très belle exposition, y compris une mosaïque de 20 mètres carrés qui a été découpée en pièces et transportée ici. Et puis elle a fait un petit peu le tour de l'Europe. Elle n'a pas eu le succès en Europe, je crois qu'elle a été diffusée en Belgique essentiellement, mais pas en France. Et je dois dire, je ne sais plus où sont les caisses. Je me demande dans quelle mesure, d'ailleurs, elles ne sont pas dans un garage quelque part au niveau de Genève. En tout cas, Genève a une place particulière dans l'archéologie. Et donc cette histoire, je l'ai fait raconter au début par ces deux, et vous verrez ce qu'ils en disent. C'est extrêmement intéressant, parce que là on en parlait tout à l'heure avec Annie. Certes, il peut y avoir contradiction entre le mythe et la raison, mais entre la foi et la raison, il n'y a pas de contradiction. Et je dois dire que les dominicains l'expriment particulièrement bien. Et puis après, il y a des sources qui apparaissent avec le temps. Il y a l'explosion de la byzantine au 3e, 4e siècle. Il y a les premiers moines, les premiers anachorètes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a le saint patron, finalement, pour les chrétiens orthodoxes de Gaza, c'est Hilarion. Alors, Hilarion, c'est un personnage assez fascinant parce qu'il est sorti du paganisme. Et puis, il est allé voir Saint-Antoine, c'est un élève de Saint-Antoine. Et ça m'a amusé en tant que médecin, vous savez, quand vous avez été disons, un directeur d'école, vous venez de tel endroit, il y a mon élève qui est à tel endroit, vous pouvez aller le voir. Et Saint-Antoine, d'ailleurs, dit-on, disait, vous avez Hilarion pas loin de chez vous, pourquoi vous n'êtes pas allé voir Hilarion? Donc c'est Hilarion. Alors Hilarion, et là aussi, on voit que la manière dont les récits ont été constitués pour les historiens, eh bien, ne sont pas été au même registre au cours de l'histoire. Et au début, ce sont des récits qu'on appelle hagiographiques, c'est-à-dire qu'on glorifie la personne, on en rajoute, vous voyez, ce qui fait qu'on a d'énormes doutes. Et alors, quand le père Jean-Baptiste Imbert parle de la biographie d'Hilarion, qui a été faite par son biographe, l'un de ses élèves, Saint Jérôme, il dit, il raconte des histoires qui, ouvrez les guillemets, aujourd'hui ne seraient pas très en odeur de sainteté, en ce sens que l'élève d'Hilarion raconte le voyage d'Hilarion, il a terrorisé un minotaure, il s'est battu contre un dragon, il a guéri des malades, et tout ça, c'est des récits parfois même photographiques, filmiques, ou des dialogues entre la mère éplorée, les enfants malades, etc. Bon, voilà, donc ça fait partie de l'historiographie, mais ça n'empêche que des gens habitués justement à lire ces textes, comme Jean-Baptiste et Jean-Michel, eh bien, sont capables de tirer quand même des éléments de type historique en se disant, si à la fin de sa vie, il est parti, il a fait le tour de la Méditerranée, c'est probablement qu'il y avait un conflit. Et d'ailleurs, on voit des petits signes, voilà. Donc il y a quand même des éléments objectifs qui, en dehors de l'histoire, qui est aussi quelque chose d'intéressant, la manière dont on la raconte, il y a aussi des éléments objectifs qu'on peut tirer. Et puis après, il y a d'autres textes, et il y en a de plus en plus. Évidemment, au fur et à mesure qu'on se rapproche de nous, je ne vais pas vous raconter tout le bouquin, mais en tout cas, il y a des sources de plus en plus précises, et puis il y a des vestiges. Et ces vestiges, eh bien, c'est Jean-Baptiste Imbert qui raconte l'histoire, qui a découvert finalement, a mis l'étiquette d'Hilarion sur le principal monastère qui existe dans la bande de Gaza, avec 3 églises superposées, à l'endroit très vraisemblablement où Hilarion avait sa première cahute, si on peut dire, et avec l'écriture à notre père Hilarion, etc. Donc il y a aussi l'histoire récitée par Jean-Baptiste Imbert de la découverte de ce monastère, qui était quelque chose d'assez fascinant. Alors, concernant les textes écrits, les récits en dehors des vestiges dans la pierre, eh bien, il y a des textes très intéressants et très significatifs, et vous allez voir pourquoi. Ça date du 8e siècle, 9e siècle. Ce sont des lettres. Il y avait un grand nombre de moines dans le désert, isolés ou alors regroupés par petits groupes. Et ces moines, eh bien, en particulier, avaient un rôle dans la société
en ce sens que tout un chacun pouvait les interroger par écrit, et ils répondaient par écrit. Et là, on a une véritable une mine, puisque 800 lettres eh bien, ont été échangées, traduites en géorgien et en grec. Il y a donc 2 versions. Et pour le plus grand bonheur de nous, ces lettres ont été traduites dans les années 1970, vous voyez, donc c'est tout à fait récent, par les moines de l'abbaye de Solesmes. Alors, je dois dire que quand on lit ces lettres aujourd'hui, on voit que les gens de l'époque posaient des questions. Je dirais 80%, c'était des questions d'ordre religieux, du dogme, du rite, etc. Mais il y avait aussi des questions extrêmement pratiques. Par exemple, je suis marié, j'ai 5 enfants, je voudrais devenir moine. Qu'est-ce que je dois faire de ma femme et de mes enfants? Et on a les réponses, etc. Et là, véritablement, on entre dans une espèce de vision interne de la société. Et on voit d'ailleurs, à l'appui notamment de ces lettres, et bien que la cité à Gaza, et pendant des années, et même très précisément pendant 5 siècles, a été co-gouvernée par les religieux, et notamment à partir du 7e siècle, par les religieux musulmans et chrétiens. Et ça, c'est extrêmement intéressant. On a les preuves absolues que pendant 500 ans, il y a eu une co-direction, et donc une harmonie, une collaboration, une fusion, que sais-je. Et c'est le choc des croisades, finalement, qui a amorcé, finalement, le déclin numérique des chrétiens à Gaza. Donc ça vient tout à fait à l'appui de ce qu'on sait par ailleurs, par les sources arabes, que l'arrivée de l'islam n'a pas été une déferlante musclée et éradicatrice. On connaît le pacte omarien, et à Gaza, il s'est concrétisé d'une manière très précise. C'est-à-dire que, et là, je vais vous parler d'un monument qui me tient extrêmement à cœur et qui malheureusement a été détruit ces jours-ci, ces mois-ci. Eh bien, il y avait à Gaza un lieu de culte placé sur le plus haut de la colline de Gaza, quelques dizaines de mètres, avec un temple païen qui était le temple de Marnas. Et puis, au moment de l'efflorescence byzantine, ça a été transformé en église. L'impératrice Eudoxia a fait construire cette église, on appelait l'église Eudoxiana. Et puis, arrivée de l'islam, eh bien, quand l'islam est arrivé, les lieux de culte ont été partagés, comme l'avait fait Omar d'ailleurs à Jérusalem, en permettant à tous les cultes de se dérouler. Et l'église Eudoxiana a été transformée en mosquée, tandis que l'église Saint-Porphyre du IVe siècle, c'est un des successeurs de Hilarion et de Saint-Jérôme, c'est Porphyre, l'église Saint-Porphyre a été laissée au culte chrétien. Et cette église Saint-Porphyre, c'est une merveille parce que c'est une église du IVe siècle avec des murs de 3 mètres d'épaisseur, elle est splendide, etc. Elle a été abîmée au cours des bombardements des mois précédents, mais à ma connaissance, elle est toujours debout, bien qu'abîmée. Et puis de l'autre côté, eh bien, l'église Eudoxiana a été transformée en mosquée. Et elle a été transformée en mosquée jusqu'à l'arrivée des croisés, qui à ce nouveau l'ont transformée en église ou en basilique, et ils l'ont agrandi, renforcé, et bref, ça a la stature, l'aspect, exactement l'aspect de n'importe quelle basilique européenne du XIIe, XIIIe siècle, XIe, XIIe siècle, vous voyez, c'est-à-dire le même mur, la même façon, exactement les mêmes caractéristiques architecturales. Et je dois dire, c'était un plaisir. Évidemment, au départ des croisés, c'est redevenu une mosquée, mais cette mosquée a été conservée parfaitement en état depuis le XIIe siècle jusqu'aujourd'hui, jusqu'au 7 octobre. C'est-à-dire que c'était une église, non pas orientée vers la Mecque, alors avec une moquette à carreaux un petit peu décalée, vous voyez, de façon que tout le monde puisse connaître la direction du pèlerinage. Et c'était la plus belle mosquée de Gaza, la plus ancienne, avec aussi attenant eh bien, une réserve de documents, une bibliothèque. Il a fallu à Abdelatif Hachim, un historien de Gaza, 5 ans rien que pour faire l'inventaire de ces documents, avec des documents exceptionnels, y compris des documents de type astronomique. Vous voyez, il y avait des choses extraordinaires. Et donc tout ça, ça a été préservé. Il y avait toujours les baptistères dans la cour devant.
Et c'est véritablement un énorme crime d'avoir bombardé cette mosquée. J'espère qu'un peu comme le pont de Mostar en Yougoslavie, on reconstruira cette mosquée à partir de ce qu'il en reste. En tout cas, cette notion d'un lieu magnifique qui a été préservé dans la continuité depuis des siècles et des siècles, quel que soit finalement le type de culte qui est pratiqué à l'intérieur, eh bien, je crois que c'est vraiment un exemple, l'un des très nombreux exemples qu'on peut tirer de la bande de Gaza. Alors après, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de la deuxième partie du livre, eh bien, c'est les chrétiens de Gaza aujourd'hui. Et donc j'ai mené, comme j'aime le faire avec mes amis palestiniens, eh bien, toute une série d'entretiens avec des chrétiens de Gaza. Vous verrez qu'il y en a de toutes les sortes. Vous verrez qu'il y a plein d'histoires qu'on se raconte. Il y a aussi de l'humour, par exemple, dans les rapports, dans les histoires de mariage chrétien, musulman. Enfin, il y a toute une série de choses. Mais ce qu'il y a d'intéressant aussi, sur le point de vue du christianisme, c'est qu'on voit à Gaza les vestiges de toutes les branches du christianisme qui se sont détachées de l'arbre primitif en fonction des différents conciles, du schisme, des différents schismes, des conciles de Chalcédoine, etc., avec la fameuse histoire des monophysites et des duophysites. Jésus est-il à la fois Dieu et homme ou plus uniquement divin, etc. Il semble que Gaza était une espèce de refuge des monophysites, en tout cas. Enfin bref, il y a beaucoup sur l'histoire du christianisme, il y a beaucoup de choses tout à fait intéressantes. Alors, ces chrétiens de Gaza, aujourd'hui, ce sont essentiellement des orthodoxes, avec le rite orthodoxe. J'ai bénéficié d'une très bonne biographie qui a été faite par une dame qui est toujours de ce monde et qui était chrétienne à Gaza dans les années 30-40 et donc qui a raconté d'une manière très bien écrite la vie de la société, une vie assez bourgeoise, et en même temps toutes les interréactions, toutes les fêtes communes. Enfin, il y a de l'humour dans tout ça. Et ça, j'ai eu aucune difficulté à le comprendre parce que moi, je l'ai vécu, tout ça. Je me suis rendu compte à quel point les chrétiens de Gaza étaient comme des poissons dans l'eau au milieu des musulmans de Gaza. Et pour donner un seul exemple assez significatif, la messe orthodoxe a lieu le vendredi et non pas le dimanche comme habituellement dans le christianisme, tout simplement parce que le vendredi c'est le jour de la grande prière et au moment de la sortie de l'église à 11h, c'est l'appel à la grande prière du vendredi et tout le monde se retrouve, etc. Tout ça sont des choses tout à fait naturelles. Il y a toujours des enseignements qui sont faits par des chrétiens, mais en même temps, ils sont obligés de dire, ah oui, vous me posez la question, combien de professeurs chrétiens nous, vous savez, l'essentiel des élèves, c'est des musulmans, mais il y a aussi des chrétiens. Les profs, on ne sait plus très bien, ils sont obligés de compter. C'est-à-dire qu'ils ne font pas la différence, vous voyez, voilà, en quelques mots. Donc c'est beaucoup de leçons de tolérance qui nous viennent de la bande de Gaza. Alors maintenant, je passe à la deuxième partie. Ça va, Amine? Je suis dans les temps. La deuxième partie, qui est la biographie du Cheikh Yassine. Alors cette biographie du Cheikh Yassine vient juste d'être imprimée et elle vient dans une suite finalement qui a une certaine logique, en ce sens que quand j'ai débarqué pour la première fois à Gaza il y a 22 ou 23 ans, je ne sais plus, 2001, j'étais très ignorant. J'arrivais de l'extérieur pour faire mon petit boulot, ce que j'ai fait jusqu'à présent, et donc je n'étais pas la personne pour en parler, encore que j'étais très surpris quelques jours après le retour de mon premier voyage, de recevoir un coup de fil. On m'a dit, viens nous parler de Gaza. Mais attendez, je suis allé à Gaza 10 jours, j'ai même pas vu la mer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte que vous ne savez pas? Et je me suis rendu compte, effectivement, quand on va sur place, on a des choses à raconter, on a des anecdotes significatives, on a des choses dont on peut parler et qui touchent. Et finalement, c'est ça l'important. C'est que les Gaziotes ou les Gazaouis nous touchent, c'est-à-dire qu'on ne voit pas simplement des chiffres, c'est-à-dire qu'on entend des personnes,
qu'on se rend compte qu'il y a, comme chez nous, des ouvriers du bâtiment, des médecins, des professeurs, etc. Et que finalement, c'est nous qui sommes là-bas. C'est la même chose, il n'y a pas de différence, vous voyez. Et ça, c'est quelque chose pour lequel on a énormément de mal. J'ai fait des dizaines, des centaines de conférences. À chaque fois, pratiquement, on vient me voir à la fin en disant, mais attendez, on ne pensait pas qu'on faisait de la chirurgie cardiaque à cœur ouvert à Gaza. Oui. Je vous donne un exemple. On ne pensait pas qu'on faisait des transplantations rénales à Gaza. Vous voyez, on ne pensait pas. Vous voyez. Donc j'ai essayé à travers des papiers et puis après des livres, quand j'ai estimé que j'avais assez de nourriture, entre guillemets, et qu'on fait un bouquin, il faut se poser la question, est-ce que je suis la bonne personne pour faire ce livre? Est-ce que d'autres ne feraient pas beaucoup mieux? Alors je me dis, je suis la bonne personne dans ce sens que moi je vais sur place. Donc je peux faire parler les gens de Gaza, ce que ne font ni les journalistes, ni les politiques, ni les... Alors on peut dire que ce qu'ils me disent, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est intéressant, c'est pas intéressant. En tout cas, tiens, bonjour. C'est intéressant. Bon, en tout cas, c'est ce qu'ils disent et je vous laisse juger. Alors j'ai commencé progressivement, j'ai fait une biographie d'un Gazaoui, Mohamed Rantissi, chirurgien, c'est mon premier élève en chirurgie des paralysies réparatrices des membres, frère d'Abdelaziz Rantissi. Donc vous voyez tout de suite quand même, j'ai été un petit peu attiré dans une certaine direction au début, je le concède bien volontiers. Une fois que j'ai fait cette biographie, bon, j'ai fait un bouquin sur l'histoire de Gaza qui est une traduction, parce que je ne suis pas historien. Et puis petit à petit, j'ai pris des sujets. Les chrétiens de Gaza, c'est un sujet. Mais en ce qui concerne la particularité de Gaza, qui est un pays de personnes qui croient, qui sont des believers, qui sont des croyants, quoi, et avec une religion particulière, eh bien, c'est un milieu particulier où l'islam est présent à tous les moments du jour et de la nuit. Et donc, je me suis plongé là-dedans, et notamment en bénéficiant de mon amitié avec Mohamed Rantissi, qui m'a introduit dans tous les réseaux de la société. Et ça a été souvent des voyages assez fatigants, 12 heures de bloc opératoire, et après, on va chez les copains, et là, ça se poursuit jusqu'à une heure avancée de la nuit. Je suis souvent revenu éreinté, mais toujours en tout cas enchanté de tous ces contacts. Alors, bien entendu, je me suis intéressé à l'islam politique, vous voyez. Je crois que je n'ai pas encore eu l'occasion de prononcer le mot islam politique une seule fois dans les médias en France. Vous voyez, c'est à tel point, nous sommes loin, 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 loin du compte et de la réalité de ce qui se passe dans cette partie du monde. Donc je me suis intéressé à l'islam politique et étant libre de toute contrainte, j'ai eu la possibilité d'aller voir à peu près toutes les personnes que j'ai voulu rencontrer. La seule que j'ai voulu rencontrer, je ne l'ai pas rencontrée, c'est Yahya Sinwar. Parce que Yahya Sinwar, et je le respecte complètement, est quelqu'un qui a passé toute sa vie à courir d'énormes dangers, et on s'en rend compte en particulier aujourd'hui, et donc qui avait une politique de ne recevoir personne. Et donc les sources concernant Yahya Sinwar sont très limitées, il y en a néanmoins. Mais sinon, j'ai pu rencontrer à peu près tout le monde que j'ai souhaité rencontrer, et avec des gens qui, au fur et à mesure que j'écrivais des bouquins, dont certains étaient traduits en arabe, eh bien, j'arrivais dans les conditions idéales pour poser des questions, c'est-à-dire en terrain conquis. J'arrivais présenté par Mohamed Rantissi, avec des bouquins en arabe sur la table, que parfois ils ont lus. Et l'un des bouquins importants, c'est celui-là. C'est La vallée des fleurs, Marc Jézour. Alors, je pose toujours la question quand il y a une assemblée de gens qui généralement sont assez cultivés, voire très cultivés, qui a entendu parler de l'épisode de Marc Jézour, La vallée des fleurs? Levez la main. 1, 2, 3, 4. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon. Ben ça, c'est un événement vraiment structurant, très important du mouvement Hamas. En 1992, vous vous souvenez, 93, il y avait les accords d'Oslo qui étaient en train de se négocier. Et puis, Yitzhak Rabin a décidé de capturer 400 personnes du Hamas et du djihad islamique, quasiment tous. Enfin, il y avait 20 du djihad et le reste, c'était du Hamas. Et il les a achetés au Liban en disant comme ça, on va s'en débarrasser, pas de discussion, les familles suivront, etc. Bon, et donc, à force de rencontrer des gens qui étaient allés à Marjezour, j'ai posé la question, qu'est-ce qui s'est passé à Marjezour? Et c'est là où j'ai appris ça. Donc, 400 personnes qui n'avaient pas été, certains ont été choisis au hasard, entre guillemets, mais la plupart non.
Donc c'était des intellectuels, des étudiants, c'était des opposants politiques potentiels. Et on les a balancés au Liban dans la neige, la nuit, au mois de décembre, à 1000 mètres d'altitude. Et ils sont restés sur place. Ils ont refusé d'avancer. Et c'est toute cette histoire. Et finalement, ils sont restés 1 an là-bas. Hein. Et donc, ils sont restés pendant 1 an là-bas. Alors, au début, ils étaient sur des cailloux. Après, ils ont eu des tentes, comme ils sont malheureusement, c'est le cas malheureusement aujourd'hui dans quasiment toute la bande de Gaza. Et puis, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, ça a été un brainstorming. Ça a été vraiment une formation continue. Ça a été, ils ont fait en gros 2 choses. D'abord, ils ont créé une université, parce qu'il y avait plein d'étudiants, il y a plein d'enseignants. On a pris les spécialités des uns et des autres, et ça y est, et ils ont commencé à enseigner. Ils ont créé des filières d'enseignement avec des examens, avec des diplômes, ils ont envoyé les copies, etc. Enfin bref, donc ça a été quelque chose de tout à fait particulier, notamment pour les Libanais du coin, qui étaient des paysans dans une région très pauvre. Ils voyaient arriver des Palestiniens qui n'étaient pas des fédéines, qui n'avaient pas des armes, qui faisaient une université, qui ont ouvert très vite un dispensaire médical. Ils n'avaient pas de toubib, les paysans du coin, donc ils étaient très contents de venir se faire soigner là. Donc ils ont découvert finalement des gens, une image des Palestiniens qui n'était absolument pas l'image qu'ils avaient d'habitude. Et finalement, cette séduction, elle s'est dirigée vers le monde entier, à un moment où il n'y avait pas Internet, mais quand même, beaucoup de journalistes du monde entier sont allés sur place. Et puis toute une série de visiteurs, des gens épris de liberté, de tous les bords politiques, ils disaient, ces gens qui sont dans la montagne et qui font l'université, qu'est-ce que c'est que ce truc? On va aller les voir, vous voyez? Et sur le plan politique, ça a été extrêmement important, d'abord parce que quand vous mettez 400 personnes qui sont animées par une espèce de vision commune et qui n'ont que ça à faire, passez-moi l'expression, ils travaillent, ils réfléchissent, ils élaborent des programmes. C'était 5 ans après l'origine du Hamas et les journalistes du monde entier sont arrivés. Donc, ça y est, ils ont émergé, ils ont accédé au niveau de la notoriété internationale. C'était l'occasion de passer des messages. Et donc, c'est véritablement le moment où le Hamas a explosé, dans le bon sens du terme. Vraiment, il a émergé au niveau international. Et ils se sont posés des tas de questions. Je disais, bon, nous, on va rentrer un de ces jours, dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an, on ne sait pas, mais qu'est-ce qu'on va faire? Alors, est-ce qu'on va participer à des élections, sous quand, sous quelle forme, etc. Est-ce qu'on va participer à la vie sociale? Est-ce qu'on va essayer d'avoir des relations internationales? Et ça, c'est un point extrêmement important. Là, j'essaie de raccourcir, mais par exemple, ils se sont dit, relations internationales. Nous, un mouvement avait relation avec les États. Quels États? Et ils ont élaboré une politique étrangère. Et ça, c'est très bien raconté dans un livre que je n'ai pas écrit, mais que j'ai traduit simplement, qui est le livre de Daoud Abdullah de 2022, si je me souviens bien, sur l'histoire de la politique étrangère du Hamas. Et ça, vous voyez, c'est pas du bidon, et vous allez le comprendre très vite. Ils ont développé des relations avec beaucoup de pays auxquels on n'aurait peut-être pas pensé immédiatement, et en particulier la Russie, la Chine, l'Afrique du Sud. Donc vous voyez quelle résonance ça a aujourd'hui, puisqu'on sait qu'après le 7 octobre, il y a eu par exemple une résolution du Conseil de sécurité qui a été proposée par les Américains et qui aurait été catastrophique car elle aurait abouti à classer le Hamas sur la liste des organisations terroristes de l'ONU, ce qui bloquait toutes les relations, les possibilités de contact diplomatique, etc. Il y a eu 2 vétos du droit de veto, 5 pays, eh bien c'est le veto de la Russie et le veto de la Chine. Donc vous voyez que cette véritable vision qu'ils ont eue, et puis bien entendu il y a les décisions de la Cour internationale de justice, l'Afrique du Sud qui s'est portée à la Cour internationale de justice et qui a abouti à ces décisions historiques concernant les massacres, la tuerie qui est en cours. Donc vous voyez que dès les années 90, eh bien, il y avait cette vision internationale, les appuis, le Nord, le Sud, que sais-je. En tout cas, ils ont su avoir très vite des contacts et même installer des bureaux dans toute une série de pays dont, je dirais, l'exécutif était parfois un exécutif très autoritaire, voire même dictatorial, mais en tout cas, ils ont eu leur place en tant que mouvement de libération nationale et ils ont été accueillis comme tels, bon, avec des hauts et des bas, bien entendu, notamment en Syrie. Mais en tout cas, on a vu que le travail de 1992 à Mandjézour a été un travail essentiel.
C'est pour ça ces collines du Liban complètement perdues dans la montagne, eh bien, ont véritablement eu un rôle beaucoup plus important, enfin, en tout cas que personne ne connaît. Donc ça a été mon premier bouquin, enfin, un peu plus sérieux. J'ai interrogé un certain nombre de témoins qui sont allés à Marjezou, j'ai fait des entretiens longs. Donc je leur donne la parole, hein. C'est beaucoup de guillemets, de choses comme ça. Et ils m'ont fait d'ailleurs un jour vraiment un truc très sympathique qui m'a beaucoup plu. Le bouquin était sorti, il était sorti en arabe, il était en privé à Gaza en arabe. Et un beau jour, ils ont réuni une soixantaine de personnes, comme ici, et puis ils ont mis un bouquin sur la table pour tout le monde, avec une bouteille pour boire un coup. Et j'ai été fasciné parce que j'avais mis à peu près un an à faire ce bouquin, et les gens interviewés, je leur avais mis les photos au-dessus de mon bureau. Donc j'ai passé un an avec les photos d'un certain nombre de personnages que j'avais interrogés, j'ai fait interroger, parce que, enfin bref, j'ai fait des questions, j'ai donné une caméra à un étudiant, j'ai dit Amine, tiens, je te donne la caméra, mais tu vas aller m'interroger 20 ou 30 personnes, puis tu me fileras les images, je les ai fait décrypter, traduire, etc. Donc j'ai procédé comme ça. Ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs, parce que Amine, se présentant finalement aux anciens de Marjezou, ils ne sont pas toujours rendus compte, je pense, que c'était un blanc vu de l'extérieur, non arabisant, occidental, vous voyez, tout ce qu'on n'aime pas, qui les interrogeait. Et ça donne justement des réponses à des questions qui sont parfois intéressantes, voilà. En tout cas différentes de ce que j'aurais pu avoir. Et donc ça a été ce bouquin. Et donc une fois, ils ont réuni 60 qu'ils ont identifiés sur les 400 qui étaient toujours à Gaza, ils étaient là dans la salle, le bouquin, et en levant les yeux, je reconnaissais des visages qui avaient été au-dessus de mon bureau pendant un an, vous voyez, c'était vraiment très, très, très sympathique. Voilà, donc et donc, tous ces gens qui avaient 20 ans, 30 ans, qui ont été déportés pendant un an, qui ont beaucoup appris, qui étaient hautement éduqués pour la moitié, c'était des intellectuels au départ, et bien 20 ans après, ça a donné les dirigeants du Hamas, ça a donné Ismaël Haniyeh, ça a donné Mahmoud Zahar, ça a donné le doyen de la fac de médecine, Taoufik, enfin des tas de personnages, dont certains que j'ai pu rencontrer. Autrement dit, cette idée israélienne de se débarrasser d'eux, comme d'habitude, ça s'est transformé en un boomerang et ça leur est revenu dans la figure au centuple. Un autre épisode qui a fait l'objet d'un autre bouquin, c'est celui-là. Je voulais faire un livre sur les prisonniers, mais je ne voulais pas que ça soit... il y a eu des tas de livres sur les prisonniers, enfin, il y en a eu un certain nombre, mais je voulais qu'il y ait une espèce d'unité de temps et d'espace. Je voulais encore aussi bénéficier du fait que, pouvant aller à Gaza, je pouvais rencontrer un certain nombre de ces anciens prisonniers pour avoir des sources, je dirais, originales. Et donc j'ai choisi l'échange entre le soldat Khalid, vous vous souvenez, ce soldat soi-disant franco-israélien, qui a été échangé contre 1027 prisonniers. Il a été capturé en 2006, il a été échangé en 2011. Donc vous voyez qu'il y a eu 6 ans pratiquement de négociations. Et j'ai bénéficié dans ce récit non seulement d'interviews d'anciens prisonniers, mais aussi de Mahmoud Zahar, que je connais depuis 20 ans et avec lequel je passe des heures à discuter à chaque fois que je vais à Gaza. Et lui était le chef des négociateurs du côté palestinien. Et donc ça, c'est quelque chose d'important parce qu'il m'a raconté, et c'est dans le livre, la technique d'échange de prisonniers. C'est important de savoir aujourd'hui, parce que je n'ai entendu encore jamais personne dans nos médias occidentaux expliquer qu'il y avait une technique et que ça prenait du temps. Et qu'il était donc inimaginable de négocier un échange de prisonniers en même temps qu'un cessez-le-feu. Et pourquoi c'est inimaginable? Bien, tout simplement pour une raison tout à fait évidente, c'est que, à moins que les Israéliens acceptent de libérer la totalité des prisonniers otages palestiniens qui sont dans les prisons israéliennes, et qu'à ce moment-là, la totalité des prisonniers otages qui sont incarcérés à Gaza, à moins de faire cet échange total, eh bien, il faut discuter chaque cas. Il faut discuter chaque cas. Et du côté palestinien, il y a des priorités. La priorité, c'est 1, les femmes et les enfants, 2, les prisonniers de longue durée, 3, les personnes âgées, 4, les personnes malades. Voilà. C'est-à-dire que chaque cas doit être discuté. Et quand on sait qu'il y a à peu près 10 000 prisonniers
israéliens, par exemple, palestiniens dans les prisons israéliennes, eh bien, il n'y a personne qui connaisse l'identité, le passé, l'âge de tous les prisonniers. Personne. Donc, il y a des listes qui sont constituées. Et ça passe par une triple appréciation. Il y a la branche politique qui dit, nous, on a tel, 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 tel. Il y a la branche militaire qui dit, nous, on a un tel, un tel, un tel. Il y a les prisonniers eux-mêmes. Et ça fait des dizaines d'années que les prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes élaborent des listes au cas où il y aurait un échange, parce que ça n'a pas été le premier échange. Il y en a eu d'autres avant, et d'ailleurs le Cheikh Yassine en a bénéficié d'ailleurs dans des circonstances un peu rocambolesques, vous le verrez dans le bouquin, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Et donc, tout ça doit être discuté, on propose un nom, les Israéliens l'acceptent ou le refusent, après ils peuvent changer d'avis, etc. Et puis, il y a un moment donné où on se met d'accord, mais ça va mettre un temps extrêmement long. Donc, ce n'est pas demain qu'un échange de tous les prisonniers aura lieu. Et en parler, ça montrait qu'on ne connaît pas du tout la manière dont ça se passe. Alors, cet échange de 2011, eh bien, là aussi, ça aboutit à une nouvelle génération de dirigeants, et ceux, en particulier les longues durées, c'est-à-dire ceux finalement qui étaient les plus actifs, qui ont été libérés. Et en particulier Yahya Sinwar, que tout le monde connaît aujourd'hui, mais aussi beaucoup d'autres que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Et en ce qui me concerne d'ailleurs, Yahya Sinwar, j'ai passé vraiment un temps très très long avec son alter ego, si vous voulez. Souvent dans la vie, il y a deux copains qui partent ensemble dans la vie, puis il y en a un qu'on connaît, l'autre un peu moins, mais c'est Castor et Pollux, vous voyez, c'est deux frères jumeaux. Et le Castor et Pollux de Yahya Sinwar, c'est Raoui Mouchtara, que je connais vraiment bien, qui a vraiment ces... Et là, je suis très reconnaissant à Mohamed Rantissi parce que j'ai été frappé, estomaqué de voir vraiment des grands personnages, à quel point ils étaient capables de se lâcher, de me raconter les choses, de me raconter des détails. Alors, évidemment, je suis introduit par Abou Bara, Mohamed Rantissi. Bon, en tant que chirurgien, depuis 20 ans, il y a beaucoup de gens qui le connaissent. Et puis, quand j'apporte un bouquin en arabe, on l'ouvre. Et pour prendre l'exemple de celui-là, vous voyez, un jour, non, c'était celui-là, j'allais voir par exemple la famille de Hassan Salama. Hassan Salama, c'est un actif historique que les Israéliens n'ont jamais voulu libérer. Et j'ai terminé le bouquin sur l'échange sur 3 refusés. Et j'ai pris 3 partis différents. Il y a Marwan Barghouti concernant le Fatah qui a été refusé, vraiment, ils ont négocié. Il y a Ahmed Saadat du FPLP qui a été refusé. Et puis il y en a un 3e qui est moins connu, qui est du Hamas, qui est Hassan Salama. Et quand je suis allé voir sa famille, qui me parle d'Hassan Salama, j'ai apporté ce bouquin, La vallée des fleurs, qui commence par un cahier de photos qui a été fait par un photographe palestinien de grand talent, qui s'appelle Samer Modad. Et la première photo, vous voyez, c'est celle-ci. C'est une tente à Margezour, où vous voyez le matin 3 gus qui passent la tête. Et quand je suis allé voir la famille d'Hassan Salama, j'ai tendu le bouquin, il y avait les 2 frères qui étaient là, et il y en a un qui l'ouvre et qui dit « Ah, c'était moi là !» C'était le plus jeune, il avait 16 ans quand il avait été capturé et envoyé à Margezour. Alors vous imaginez qu'après, on a une discussion facile. Il vous raconte des anecdotes, les histoires, et ça donne une introduction formidable. Alors, maintenant j'en viens au Cheikh Yassine. Combien de temps tu me laisses, Ahmed ? 5 minutes. 5 minutes, aïe, aïe, aïe. Tout ça pour dire qu'après avoir fait ce chemin, il me semblait évident qu'il fallait retourner au départ. Et j'imaginais que le Cheikh Yassine, au départ, j'imaginais que c'était un personnage un petit peu folklorique, entre guillemets, une belle image, quelqu'un, on met sur un mur une icône, un peu comme ça, et je me suis rendu compte, je m'étais complètement trompé, c'était au contraire quelqu'un qui, avec une origine extrêmement modeste, un niveau d'études extrêmement modeste, dans une famille, je dirais, tout à fait ordinaire, il y en a un qui est sorti, et qui a attiré véritablement tous les responsables politiques, les grands responsables politiques du Hamas ont tous été ses élèves, y compris Fatih Choukaki, qui après a pris la tangente avec d'autres options. Et donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer
toute une série de ses anciens élèves. Et Ahmed Yassine, comme vous le savez, avait dit, nous, la libération, c'est pas pour demain, ça va être une question de génération, donc on va se focaliser sur les jeunes. Et donc, j'ai interrogé toute une série d'ex-jeunes qui ont commencé à graviter autour du Cheikh Yassine à partir de rien. Au début, c'était 4 personnes autour d'une table, vous voyez, et c'était à la mosquée à côté, et puis un jeune, et puis un autre. Et puis ces jeunes, ils avaient 10 ans, 12 ans, 14 ans, 16 ans, vous voyez. Et après, ils sont devenus un certain nombre de personnages, vous verrez que tout le monde connaît. Et c'est frappant de voir comment, et comme je les ai rencontrés, ils m'ont fait leurs récits, et les récits, vous pourrez les confronter. C'est des récits qui sont tout à fait cohérents et qui décrivent un personnage qui est véritablement avait des visions, faisait des synthèses. Il était incapable d'écrire puisqu'il a eu un accident à l'âge de 16 ans. Vous verrez les circonstances de l'accident. Là, j'ai eu vraiment des choses, des révélations que certains connaissent. Mais moi, je ne le connaissais pas et j'ai été estomaqué de la manière dont s'est passé son accident et les conséquences. Je passe, je fais partie des petits mystères qui sont dans le bouquin. Et donc, on voit à quel point, à chaque moment de l'histoire du Hamas, dans la mesure où le Cheikh Yassine n'était pas en prison, eh bien, on est allé voir le Cheikh Yassine, on lui a posé des questions, il a réfléchi, il a dit écoutez, moi je vous propose plutôt ça. Je dis bien je vous propose, car le Cheikh Yassine n'était pas du tout un maître autoritaire qui décidait, c'était tout le contraire. Il écoutait les uns et les autres, il apprenait énormément des uns et des autres, déjà parce qu'il n'avait pas l'usage ni de ses mains ni de ses jambes. Donc vous imaginez, et entre parenthèses, dans toute société qui ne serait pas une société extrêmement fraternelle, qui prend soin des personnes âgées, des handicapés, etc., il serait mort depuis longtemps. C'est-à-dire qu'il a, de 16 ans jusqu'à son assassinat à 67 ans, il était entièrement dépendant. Enfin, au début, pas complètement, vous le verrez, j'ai essayé de reconstituer un peu sa maladie. C'est quelque chose qui me concerne, puisque je suis chirurgien des paralysies. Donc la paraplégie, la tétraplégie, c'est quelque chose qui me parle. Mais enfin, la plupart du temps, y compris en prison notamment, il était complètement dépendant. Et il y a toute une série d'histoires, d'anecdotes qui m'ont été racontées, qui brossent un personnage visionnaire, vraiment visionnaire. J'avais prévu d'appeler le bouquin Ahmed Yassine, le visionnaire, par opposition à Arafat, l'irréductible. Ahmed Yassine avait vraiment une vision, et vous en serez convaincus, à tel point d'ailleurs que j'ai terminé le bouquin, non pas à son assassinat en 2004, mais je l'ai terminé en 2024. Pourquoi? Parce qu'il y a la dernière partie du bouquin, c'est ce que j'ai appelé l'héritage. C'est-à-dire tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, il a été assassiné, mais rien n'a été stoppé. Et ça aboutit à ci, à ci, à ci, à ci et à ça. Vous voyez, et vous verrez que même la phrase, le paragraphe de conclusion est complètement actuel. Ça correspond à ce qu'a dit le Cheikh Yassine. Et en particulier pour les arabisants, ce qui a structuré finalement le livre sur le plan chronologique, c'est cette interview très longue qui a été faite par le journaliste Ahmed Mansour d'Al Jazeera, qui en 1998, dans des circonstances vraiment, à un moment donné, Ahmed Mansour dit, dans la vie, quand tu es journaliste, l'expression n'est pas très heureuse dans le contexte actuel, mais on est un sniper, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une occasion à saisir pour la prendre, et il l'a prise, un moment où Al Jazeera d'ailleurs était tout à fait débutante, et il a fait raconter par le Cheikh Yassine sa vie, ce qui est une source formidable, parce que sinon on n'a rien d'écrit, rien d'écrit, il ne pouvait pas écrire. À l'époque, tout ce qu'il a construit dans la clandestinité, il n'y avait pas non plus de traces écrites. Les communications entre les uns et les autres, ça se faisait par messager ou un petit bout de papier, etc. Et on comprend pourquoi. Et on comprend pourquoi jusqu'aujourd'hui, et notamment depuis le 7 octobre, on comprend pourquoi ils ont réussi finalement à constituer toute une série, à faire un projet pendant des années, sans que la connaissance soit parvenue au niveau des services de renseignement adverses. Voilà. Et donc, Cheikh Yassine a donné des orientations souvent qui n'étaient pas celles, et vous le verrez, il y a des exemples précis qui sont donnés, qui n'étaient pas celles de Abdelaziz Rantissi, Salah Chehadé ou Moussa Abou Marzouk, et a posteriori, c'est lui qui avait raison. Donc c'est un personnage très fascinant qui est sorti finalement comme ça, on ne sait pas très bien, et qui
a réussi à lancer un mouvement qui finalement, 20 ans pardon, après sa mort, n'a jamais été aussi puissant. Donc ça mérite vraiment qu'on s'y intéresse, à mon avis. Voilà, ça va, Amine? Je vous remercie. Merci, docteur. Comment se fait-il que le KGB, la CIA, échange des prisonniers otages? Comment se fait-il que la Chine, quand il y a eu une catastrophe basée sur l'eau, en Chine, le président chinois a ordonné, il s'est déplacé lui-même, il a fait mettre des tentes. Après, la Chine fait à peu près 150 musées par an, à peu près. Quelqu'un qui fait ça, il ne veut pas la guerre. Pourquoi, après, le président chinois, au lieu de détruire, il a donné l'ordre de rénover la muraille de Chine? Ensuite de quoi, il l'a rénovée parce qu'il y a à peu près 16 millions de touristes. Il est envahi par 16 Revenez millions. au Cheikh Yassine, s'il vous plaît. Oui, mais après, il s'avère aussi que moi, j'ai créé 4 sculptures. Maquettes sculptures S'il qui vous plaît, correspondent. notre ami Martin, donc nous on a la chance d'avoir le docteur Christophe Oberlin sur ces questions, sur une thématique très précise. Est-ce que vous avez Donc une on va se question limiter précise? à une question. Oui. Question précise. Est-ce que il y a une question précise? Comme ça on pourra donner la parole à d'autres. Là, Ouais. vous nous donniez des exemples, mais Bah, l'objectif, disons- c'est de donner une question. Je vais vous poser une Oui, question. Est-ce oui. que vous savez ce que c'est que le temple de l'humanité que j'ai fait? Question suivante. Voilà, c'est très bien. Amine, Oui, moi, affirme ton autorité, Amine. C'est le non, moment. non, je veux pas, merci. Moi, j'ai une question concernant le pacte amarien. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, oui, et ça va glisser sur une question à Annie. Le pacte omarien, c'est quand l'islam eh bien, s'épand, c'est un mouvement pacifique, et dans les populations locales, le culte et les religions locales doivent être respectés, on partage. C'est ce qu'il a fait initialement, et ça tout le monde le connaît, quand il est arrivé à Jérusalem. Il n'est pas allé prier au Saint-Sépulcre, parce que, vous imaginez rien, il a prié à côté, d'où on a construit la mosquée Omar, etc. Voilà. Et donc, c'est ce qui s'est passé à Gaza aussi. Et j'ai la notion que du temps du prophète, il y a eu une action du prophète pour permettre aux moines chrétiens, donc, du mont Sinaï, de continuer leur pratique et les protéger d'une certaine façon dans leur culte. Mais la notion que j'ai, c'est qu'il y a eu un document écrit, mais qui a été écrit des siècles, très longtemps après. Est-ce que vous avez cette notion que du temps du prophète, il y a eu déjà quelque chose en ce sens? Le prophète avait reçu les chrétiens de Najran, et cela avait occasionné... Najran, c'est où? Najran, c'est au niveau de l'Arabie, du côté du Yémen. Et en fait, ils étaient arrivés, et il y a eu un dialogue interreligieux dont on va retrouver les traces dans Sourate Al-Imran, c'est-à-dire la 3e sourate du Coran. Tout ce que Omar ibn al-Khattab a consigné dans le pacte, qui est effectivement un document authentique, vient des enseignements du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, avec l'obligation de respecter les lieux de culte et de ne pas s'en prendre aux processions religieuses, à tout ce qui relève des pratiques qui sont différentes de celles de l'islam. Et Omar n'a fait que mettre concrètement en pratique les enseignements directs du prophète lui-même. D'autres questions? Oui. Moi, je voulais savoir, c'est qui a eu l'idéologie de l'attaque du 7 octobre et pour quel objectif ça a été le but de cette attaque, si vous avez des... Bon, c'est très clair et très simple. Hein. Ça, et je suis étonné d'ailleurs que, non pas de questions, on se tutoie parce qu'il est médecin, alors on se parle entre collègues. Parce que finalement, c'est quand même clair comme de l'eau de roche. Il y avait 3 objectifs. Le premier, c'était un objectif politique. Voilà 18 ans, 17, 18 ans, que les Palestiniens, tous bords confondus, réclament des élections, de façon à avoir un leadership qui soit considéré comme interlocuteur par ceux qui décident de tout, c'est-à-dire par les Occidentaux. Ça fait 18 ans qu'on leur
refusent la possibilité de désigner leur leader. Et à chaque fois qu'il y a eu un gouvernement d'union nationale ou des élections prévues, il y a eu une offensive israélienne. C'est chronologique, hein, il suffit de regarder la chronologie. Donc, premier objectif, on existe toujours, notre problème n'a pas été réglé. Voilà. De ce point de vue-là, on peut dire que le monde entier est au courant. C'est un succès. Maintenant, il y a une espèce de déferlante mondiale dans l'opinion. C'est le nouveau Vietnam au centuple. Bon, voilà. Donc ça, c'était le premier objectif. Il est atteint. Le deuxième objectif, c'est que tous les Palestiniens sont obsédés par les questions des prisonniers. Il n'y a pas une famille qui n'ait pas des prisonniers en prison, des jeunes, des moins jeunes, des qui meurent en prison, etc. C'est une obsession, mais dans le sens, non pas dans le sens psychiatrique du terme, dans le sens légitime du terme. Donc, il fallait faire des prisonniers. C'est pour ça que on ne va pas discuter ce soir de ce qui s'est passé le 7 octobre, mais c'est un sujet très important et très intéressant, notamment sur le plan juridique. C'est ça qui est important. Deuxième objectif, les prisonniers. Voilà. Troisième objectif, c'était de démontrer que, eh bien, aujourd'hui, nous, Hamas, nous sommes une puissance militaire. On est capable de lutter, de résister contre la plus forte armée du monde alimentée par les bombes américaines. Et ils l'ont montré. Qui aujourd'hui se moque aujourd'hui des services de renseignement du Hamas? Personne. Parce qu'ils ont réussi à élaborer un plan extrêmement sophistiqué pendant des années et des années, qui n'a pas été... voilà, je ne veux pas commenter davantage, vous avez compris. Donc, on ne se moque plus sur le plan du renseignement. Deuxièmement, sur le plan militaire, ils ont été capables de tenir pendant 1 an et peut-être encore davantage. Plus personne ne se moque d'eux sur le plan militaire. Et sur le plan militaire, j'ai plusieurs anecdotes, mais je ne vais pas vous tout raconter parce qu'on y serait jusqu'à 3 heures du matin. Mais ils ont montré déjà, il y a eu des signes que moi j'ai vus, mais qui n'ont pas été relevés dans la presse, où depuis plusieurs années, ils ont montré qu'ils avaient des capacités militaires en disant « méfiez-vous, voilà ce qu'on a fait, ah oui, et voilà ». Autrement dit, c'est très bien décrit dans le livre d'un Suisse, d'ailleurs Jacques Bourg, qui décrit justement dans ces conflits asymétriques, celui qui est en haut, ce qui le caractérise, c'est l'arrogance. Il se croit supérieur, il est supérieur, et donc il n'étudie pas, il n'a pas l'humilité d'aller réfléchir sur ce que les autres font et essayent. Et donc, en exploitant les faiblesses de l'adversaire qui est beaucoup plus puissant, ils ont montré qu'ils avaient des capacités très, très, très importantes. Donc, ces 3 objectifs. Et ces 3 objectifs, pour l'instant, ont été atteints, mais avec quelque chose qui n'avait... 2 choses peut-être qui n'avaient pas été prévues. La première, c'est que entre le plus grand camp de concentration à ciel ouvert du monde et le plus grand asile psychiatrique à ciel ouvert du monde, entre les deux, il y avait une rêve partie. Ça, il n'avait pas prévu. Et ça c'est la catastrophe du 7 octobre. Et puis l'autre chose qu'il n'avait pas prévu, oui, c'est qu'au cours de toutes les offensives précédentes, qui ont toutes été des offensives d'initiative israélienne, et bien, au bout de 8 jours, 12 jours, en 2012, ça a été 8 jours, 33 jours, en 2006, les Américains ont dit stop. Et là, ils n'ont pas dit stop. Donc, au bout de 3 mois, il ne devait plus y avoir de munitions. Il n'y avait plus de munitions. Les Israéliens ne fabriquent pas de munitions. Ils n'ont ni la technologie, ni l'infrastructure industrielle. Et depuis, au bout de 3 mois, on pensait que ça allait s'arrêter. Et ça dure depuis maintenant. Tu sais. Mais les objectifs étaient très clairs. Très clairs. Attendez, il y a une question au fond? Oui. En gros, merci, professeur Kamel pour les prêts. Je suis venu en retard, mais vous n'avez pas parlé de votre livre, Le chemin de la cour, les dirigeants israéliens devant la cour internationale, où vous soulevez un point pour éclairer les gens présents, de la plainte du procureur de Gaza qui a déposé en 2014 au CPI, qui n'a pas abouti à cause de la complicité de Mahmoud Abbas. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Écoutez, j'ai fait 2 petits bouquins sur le droit qui sont des bouquins pédagogiques. Moi, je ne suis pas juriste, mais j'ai travaillé avec Gilles Devers, qui est le principal avocat des Palestiniens à Gaza et à la Cour pénale, et en particulier qui est l'avocat du Hamas. Il n'aime pas qu'on dise ça beaucoup parce que ça contribue
à l'exclure encore plus des médias. Mais c'était aussi l'avocat, c'était l'avocat d'Ismaël Haniyeh et de Yahya Sinwar. Vous voyez. Donc j'ai écrit 2 petits bouquins qui ont été parfaitement revus, contrôlés, etc. Et qui montrent en gros que la médecine et le droit, ça progresse de la même façon. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un progrès médical déterminant, on va s'appuyer dessus pour l'étape suivante. En droit, c'est la même chose, il y a des jurisprudences. Et dans ces 2 petits livres, par exemple, celui, je ne l'ai pas apporté d'ailleurs cette fois-ci, le dernier, il date de 2020, c'est-à-dire qu'il a 4 ans, il n'y a pas une ligne à changer de ce livre, parce que tout ce qui est décrit dedans, c'est ce qui s'est passé depuis 4 ans. C'est-à-dire, quand on a commencé en 2014, le premier, tout le monde se moquait de nous en disant « mais jamais, 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 jamais ceci ». Et puis si c'est arrivé, alors oui, mais après, il n'y aura jamais, jamais, si. Et il y a toute une série d'étapes qui ont été franchies, depuis l'enquête préliminaire jusqu'à l'enquête approfondie, ce qui fait que des mandats d'arrêt seront forcément demandés, les mandats d'arrêt ont été demandés, la Cour n'a pas encore répondu, mais en tout cas, il y a toute une série d'étapes qui ont été franchies, et sur le plan juridique, c'est triste de parler que du juridique devant un tel carnage, devant cette tuerie, mais sur le plan juridique, il y a eu des avancées irréversibles qui vont dans le bon sens. Et la question qui se pose maintenant, c'est soit ces institutions internationales, et notamment les institutions pénales, explosent, on entre dans la jungle et tout le monde demain, n'importe quel État va pouvoir faire n'importe quoi, personne ne pourra rien dire, soit on demande plus d'ONU, plus de juridictions internationales, plus, et à ce moment-là, on va vers une pacification. Mais on est à un moment clé historique aussi sur le plan juridique. Oui, juste une question par rapport au fait qu'un religieux, Michel Sabbah, avait dit au sujet de Gaza, le Hamas nous protège. Et donc on a les sources tout à fait établies. Et par rapport à votre expérience entre les musulmans et les chrétiens, lorsque le Hamas est au pouvoir, ou bien lorsque le Hamas prend ses responsabilités, est-ce que vous avez pu constater qu'effectivement il y a un bon rapport avec les chrétiens d'une part, et que pensez-vous de l'idée de qualifier le Hamas d'organisation terroriste? Alors, il y a 2 questions. Sur la première, tout est dans, enfin tout n'est pas assez prétentieux de dire, mais mon bouquin est rempli justement de ce genre. C'était un petit peu l'idée au départ, parce que je voyais des gens au milieu, même dans les membres fondateurs, je dirais pas de la Moujama Ismaïlia, mais du syndicat des médecins de Gaza, qui a précédé la Moujama Islamia, qui a précédé le Hamas, il y avait des chrétiens au départ, vous voyez. Et combien de fois on m'a dit « Ah bah tiens, un tel c'est un chrétien, ah bah tel c'est... » Voilà, etc. Mais c'est-à-dire que ça ne se remarque même pas. Il y a même une alliance objective. Il y a une alliance objective. D'abord, les chrétiens sont protégés, et même spécialement. Il y a des exemples précis. Et dans ces chrétiens, il y a un personnage charismatique, c'est le père Moussalem. C'est un chrétien latin qui a passé 10 ans à Gaza, et quelqu'un qui a un discours gaulien, on pourrait dire, un culot formidable, un meneur absolument, une locomotive. Et un jour, je raconte, parce que j'ai relu le bouquin ces jours-ci, je l'ai écrit il y a 10 ans, et un jour, il est interviewé, c'est après la prise du pouvoir du Hamas en 2007. Il y a un journaliste occidental qui arrive et qui enquête justement sur un local chrétien, je ne sais plus ce que c'était, qui a été vandalisé. Et il vient interroger Moussalam en disant « Alors, vous avez été vandalisé, votre local, votre truc, machin ?» Et Moussalam a dit « Ah oui, c'est le clan bidule, etc. » Heureusement, la police du Hamas y arrive très vite, ils ont tout réparé, etc. Mais ça, c'est une anecdote, mais ça reflète véritablement. Et nombre des chrétiens que j'ai interrogés, il y avait l'une des questions, est-ce que vous vous sentez en sécurité, etc. Il dit, on est encore plus protégés, parce qu'on tient à nous comme à la prunelle des yeux. Sous-entendu, on sait très bien que s'il nous arrive quoi que ce soit, le monde entier, ou plutôt le monde occidental, va se focaliser comme un chien sur un morceau de viande, voyez, pour en tirer le maximum de bénéfices politiques. Beaucoup m'ont dit, ceux que je ne connaissais pas, vont dire, écoutez,
parlez pas de nous, on est très bien. Personne ne doit venir nous délivrer, vous voyez. Bon, il y a toute cette espèce de manipulation, la délivrance des chrétiens d'Orient, etc. À Gaza, ça ne joue pas, et même ailleurs, je pose la question. Mais à partir du moment où on est dans le milieu arabe, musulman et islamique, les chrétiens n'ont évidemment aucun problème, aucun problème. La deuxième question, c'était organisation terroriste. Alors ça, je dirais que c'est peut-être la seule faute politique du Hamas, du Cheikh et tout ça au long terme, c'est-à-dire que quand ils ont été classés sur la liste européenne, le Cheikh n'y est pas pour grand-chose parce que finalement c'est 2003-2004, donc bon. Mais en tout cas, le mouvement, ils ne se sont pas rendus compte de la gravité que ça avait d'être sur la liste des organisations terroristes européennes, et américaines, alors que déjà, sur le plan simplement juridique, c'est une absurdité, puisque le Hamas, ça fait partie des 5 piliers de la politique étrangère du Hamas, d'ailleurs, c'est aucun mouvement de libération nationale. Nous avons le droit au recours à la lutte armée si la lignée politique ou le levier juridique sont en panne, ce qui est le cas, c'est légitime, personne ne le conteste. Ça ne veut pas dire que s'il y a des crimes de guerre, eh bien, tout ça ne doit pas être investigué, ça n'a rien à voir. Bon, à partir du moment où ils ont élaboré, notamment à Margezour, les 5 piliers de leur politique étrangère, c'est jamais d'action armée en dehors du territoire de la Palestine, de l'État de Palestine de 1923. Jamais, voilà. Donc, que vient faire l'Europe dans cette affaire, puisque le Hamas n'a jamais détourné un avion, n'a jamais assassiné, comme ça a été fait notamment par les Israéliens, y compris à Paris, de personnages politiques sur le territoire de l'Union européenne, n'a jamais été condamné pour terrorisme par un tribunal européen, n'a jamais fait l'objet d'investigation même. Autrement dit, c'est un classement qui, en droit, ne pèse pas une cacahuète. Et malheureusement, la direction n'a pas saisi la gravité de la chose. Ils n'ont pas mis les bons avocats sur ces dossiers suffisamment. Ça a été fait très mal, je vais très vite. Une seule fois, ça arrivé enfin au tribunal de l'Union européenne, qui a sorti le Hamas des organisations terroristes, qui a dit « Attendez, vous nous apportez des coupures de presse, des comptes rendus de l'armée israélienne, tout ça ne joue pas. » Mais comme c'est une liste politique, c'est la prérogative des politiques. Les politiques peuvent décider de mettre n'importe qui sur une liste terroriste. Voilà. Et bien évidemment, 6 mois après, ils ont remis, voilà, jusqu'aujourd'hui. Mais ça aboutit à cette situation de folie que les diplomates, par exemple européens, et en français en particulier, n'ont aucun contact avec le Hamas. Voyez, et pour tout vous dire, je suis vieux, j'ai plus beaucoup de risques, mais par 2 fois, et nous en sommes à la 3e, puisque nous avons 3 ministres des Affaires étrangères successifs depuis le 7 octobre. Eh bien, par 3 fois, la 3e est en cours, eh bien, les gens de la direction du Hamas ont demandé à avoir un contact avec le ministre français des Affaires étrangères. On aimerait bien avoir une explication ou un minimum échanger une lettre, se parler, même si vous n'avez pas le droit de le faire, on peut le faire en dessous de la table. La réponse est aucune réponse, voyez. Donc ce classement est une catastrophe. Il est une catastrophe pour les diplomaties européennes aussi, puisque eux-mêmes, vous voyez, le 8 octobre ou le 9, il y avait une table ronde sur France Culture qu'on m'a envoyée, que j'ai écoutée. Et pour parler du Hamas, il y avait un diplomate très bien, retraité, qui s'appelait Yves Aubin de la Méchusière, ancien ambassadeur, etc. Il est venu pour nous parler pendant une demi-heure qu'en 2008, vous voyez, 2023, qu'en 2008, il avait pu, avec beaucoup de difficultés, parce qu'il fallait des autorisations, rencontrer des dirigeants du Hamas. Voilà quelle était l'expérience le 7 octobre de notre diplomatie. Donc vous voyez que c'est une balle dans le pied qu'on se tire. Et voilà, et donc sur le plan juridique, ils ont eu le tort de ne pas mesurer l'importance et de ne pas relancer la machine juridique 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et voilà. Oui. Oui, je vous ai entendu parler du terme salam. En réalité, je l'ai entendu parler à la télévision. Il a dit, si les Israéliens interdisent l'appel à la prière, je l'ai fait moi-même. Oui, oui, bien sûr. C'est tout à fait le personnage. Quand il était à Zababdé,
à l'heure de la prière, il parlait, il chantait des prières avec les haut-parleurs à l'extérieur. Et tout le monde à l'extérieur, musulmans compris, s'arrêtait pour écouter la prière du Père Moussalam. Et il a des formules extraordinaires. Vraiment, j'en ai recueilli un certain nombre. C'est vraiment une qualité formidable. Oui. Bien, tout d'abord, merci beaucoup pour un vrai plaisir d'entendre parler quelqu'un qui est pas ni du Hamas, ni un anti-israélien. Je suis impressionné quand même d'avoir quelqu'un qui n'est pas musulman et qui connaît cette histoire, l'histoire de la région à un tel point. C'est déjà un point qui m'a fait plaisir. Et puis, ça m'a ouvert un petit peu parce que finalement, nous, on voit quoi? On voit Israéliens contre Hamas, contre les Arabes. Et où sont les chrétiens là-dedans? Et ça m'a fait poser la question pendant que vous parliez, là où vous étiez avec les chrétiens, combien sont-ils? Où sont-ils? Comment sont-ils dans Gaza? Ils sont combien? Quelle est la proportion par rapport à tous ces... Nous, quand on voit mourir, quand on voit s'effacer la bande de Gaza, c'est des musulmans qui sont en train de partir. Où sont les chrétiens qui sont là-dedans? Numéro 1. Numéro 2, sont-ils aussi dans les prisons? Est-ce qu'ils combattent ensemble contre les Israéliens? Est-ce qu'ils sont avec le Hamas d'une certaine manière? Ou est-ce qu'ils sont isolés? Ils sont non seulement protégés, vous dites, mais à part ça? Alors, les chrétiens, la question autour du chiffre, c'est une question que j'évite au maximum parce que, justement, on pose la question, on répond et ça y est, il y a un clapet qui tombe. Ils sont 1000, 1500, c'est une personne sur 1000. Alors, vous posez à juste titre la question, est-ce qu'ils sont protégés, est-ce qu'ils battent, etc. Écoutez, si vous regardez le nombre de chrétiens qui sont tués, c'est exactement la proportion de celle des chrétiens dans la population musulmane. C'est-à-dire qu'ils sont exactement à la même enseigne que n'importe qui, ils reçoivent les mêmes bombes, il y a même des églises qui sont bombardées. Il y a même eu un massacre dans la cour justement de l'église Saint-Porphyre où s'étaient réfugiés beaucoup de gens parce que, j'allais dire jusqu'à une date récente, mais on est frappé de la barbarie actuelle et la barbarie d'hier était moins pire, si j'ose dire, que la barbarie actuelle. Il y avait une certaine retenue, j'en cite quelques exemples qui ne sont pas, mais qui mesurent quand même l'abîme dans lequel on est tombé au cours de l'année écoulée, si vous voulez. Et donc, les quelques églises qu'il y a là-bas étaient naturellement un lieu de refuge en cas de bombardement pour toute la population musulmane du coin. C'était évidemment insuffisant parce qu'il n'y a pas assez d'églises, mais de la même façon que les écoles sont des refuges aujourd'hui, les hôpitaux. Bon, aujourd'hui tout est bombardé, y compris les hôpitaux et les écoles. Donc les chrétiens souffrent exactement de la même façon. Tout ça, c'est discuté moi, dans mon bouquin sur les chrétiens de Gaza. Ont-ils des privilèges? Certains disent, oui, ils ont le privilège d'aller sur les lieux saints au moment des fêtes, d'aller à Bethléem, etc. Mais il faut voir le harcèlement dont ils sont victimes. C'est-à-dire qu'on va autoriser le père mais pas la mère, on va autoriser les enfants mais pas les parents, enfin, ils vont avoir l'autorisation le jour où ils doivent y être. Alors le temps d'y aller, ils arrivent pour rentrer, enfin, c'est un harcèlement tel que beaucoup abandonnent même l'idée de demander une autorisation israélienne. Ils sont vraiment à la même enseigne, mais c'est un tout petit nombre, ce qui pose la question d'ailleurs des jeunes couples, par exemple, pour trouver un conjoint, par exemple, qui sont dans une population très réduite. Alors, il y a aussi toute une série d'histoires, et là, par contre, c'est humoristique, les histoires de mariage chrétien, musulman, enfin, vous verrez ce qu'ils me racontent, c'est très drôle. On voit qu'en gros, c'est l'amour qui est le plus fort. Hein. Après, ça rentre. Oui. Moi, j'ai une question concernant le soutien indéfectible des États-Unis envers Israël. À quoi c'est dû? Écoute, c'est une question que tout le monde se pose. Je crois qu'il y a quelqu'un qui en a parlé assez longuement d'ailleurs, qui est Sylvain Sipel, qui est un type qui est très bien placé parce qu'il est juif. Il a passé des années comme correspondant du Monde, je crois, aux États-Unis, et des années en Israël, et il parle hébreu. Voilà. Lui-même se pose la question et il n'arrive pas à donner la réponse. Il y a une question derrière là. Oui, s'il vous plaît, merci pour ce témoignage assez pertinent. Je voudrais juste avoir un petit peu d'espoir à travers Cheikh Yassine, le visionnaire. Qu'est-ce qu'il a vu
dans le futur, est-ce qu'on va avoir un certain apaisement dans la région? Est-ce qu'il va y avoir une situation qui se stabilise? Ce qu'il a vu, c'est la bonne méthode. C'est-à-dire que certains, notamment dans la recherche en France, il y a les bons et les mauvais. Hein, je simplifie à peine. Hein, voilà. Et donc certains, les mauvais, ont expliqué que le mouvement du Cheikh Yassine était un mouvement religieux, social, etc., qu'il n'y avait absolument rien de politique, pas de violence, pas de lutte armée, etc. Tous ceux qui m'en ont parlé, ça s'inscrit complètement à l'inverse. Mais pourquoi il n'a pas commencé par la lutte armée? Tout simplement parce qu'il pensait que la lutte armée, dans l'état de faiblesse où ils étaient dans les années 70, à la mort de Nasser, en gros, était vouée à l'échec. Voilà. Et il donne beaucoup d'exemples. Et il y a des exemples très simples que tout le monde connaît. Il ne s'agit pas de critiquer les combattants, beaucoup sont morts, on fait beaucoup d'efforts, etc. Mais ça n'empêche que le Liban, la Jordanie, le septembre noir, les combattants palestiniens ont fini par se faire massacrer et éjecter de Jordanie. Parce que finalement, tout ce qu'ils faisaient n'était pas logique compte tenu de leur capacité militaire. Et puis après, ils se sont fait expulser du Liban, pareil. Et ça, le Cheikh Yassine le commente. Et c'est pour ça qu'il disait, il faut commencer par former les hommes et les femmes, c'est-à-dire former les gens dans leur tête, revenir à un certain nombre de valeurs qui sont les valeurs sociales, les valeurs religieuses, etc. Et puis petit à petit, on va construire un mouvement, et il faudra des générations. Et c'est ce que disait Hassan el-Banna. Il y a une citation d'Hassan el-Banna, tu me pardonneras de ne pas la citer, vous la connaissez, mais moi je trouve que cette citation dit tout. Et je pense que dans un discours face à des gens qui tombent comme la foudre sur l'islam politique pour le détruire, attendez, la laïcité, l'islam politique, les frères musulmans, etc., Hassan el-Banna a écrit que si l'islam ce n'est pas s'intéresser à la société. Si l'islam, ce n'est pas s'intéresser à l'économie. Si l'islam, ce n'est pas s'intéresser à l'enseignement. Et il continue comme ça, vous pouvez en rajouter des tonnes. À ce moment-là, ce ne sont que des prosternations sans objet, je crois. C'est sans... Voilà. Voilà. Donc ça justifie. Moi, j'ai toujours pensé en mon fort intérieur que quand on a des convictions, des valeurs, c'est évidemment pas le jour où on va mettre un bulletin dans l'urne, qu'on va mettre tout ça de côté. Voilà, ça vous pénètre, ça vous dirige. Voilà. Bon. Donc, pourquoi j'en viens à ça? Pour dire que, oui, le Cheikh Yassine avait prévu qu'il fallait du temps. Et c'était un moment, justement, où, finalement, l'affrontement avec Israël n'était pas aussi violent qu'aujourd'hui. Il y avait une pénétration, y compris de type social. L'exemple, par exemple, de cette rave party en bordure d'un camp de concentration, ça montre bien à quel point la partie israélienne n'a vraiment aucune idée de ce qui se passe à 1 kilomètre de chez eux. Aucune idée. Moi, à chaque fois, quand on passe par l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv et que je vois tous ces gens qui partent en vacances, je me dis, mais ils ne se rendent pas compte qu'à 5 kilomètres de ce qui se passe à 5 km de chez eux. Vous voyez, bon. Donc, et à ce moment-là, donc, le Cheikh Yassine a vu arriver finalement ces sympathiques israéliens qui venaient au marché, qui employaient des ouvriers, etc., etc. Et puis aussi une forme de vie familiale différente. Alors certains aujourd'hui disent police des mœurs. Non, il faut lire la réalité de la création de ce que certains aujourd'hui appellent à tort, police des mœurs. La réalité, c'est que quand vous êtes un tout petit espace et que vous êtes sous très forte pression, le premier ennemi, c'est l'espion. C'est l'espion. C'est celui qui va dire, tiens, le gars est rentré chez lui, vous pouvez le bombarder. C'est l'espion. La première lutte armée qui est nécessaire et qui s'impose, c'est la lutte contre les espions. Et comment, ça je pense qu'il y a des tas de romans, de films, etc. Comment est-ce qu'on crée des espions? Bien, c'est en choisissant des gens fragiles ou des gens qu'on a mis dans une situation de fragilité et on les oblige à devenir des espions. Et bien entendu, eh bien, c'est une femme, une photo, hop, on vous a pris en photo avec une femme et ça y est, si jamais toi, Amine,
tu ne veux pas nous donner quelques renseignements, toi, un SMS sur ton portable, c'est pas grand-chose, eh bien, tu vas nous donner des renseignements. Et sinon, envoyer à tes parents, à ta famille, la photo où tu es avec ta copine ou qu'une femme, n'importe quelle, etc. Autrement dit, il y a dans le recrutement des espions, eh bien, il y a la voie sexuelle qui est évidente. Et donc, c'est au début, ils se sont dit là, on est en train de perdre pied. Il faut absolument qu'on arrive à contrôler les espions et même à les éliminer. Et c'est pour ça qu'ils ont créé la première cellule dite de sécurité qui avait pour but d'éliminer les espions, de les détecter et de les éliminer. Et cette première cellule, elle a été créée par deux personnages, Yahya Sinwar et Castor et Pollux. C'est-à-dire que Raoul Mouchtar, avec lequel j'ai eu des discussions très très longues, et il décrit très très bien ce mécanisme. Et quand vous voyez la propagande israélienne reprise chez nous, Yahya Sinwar, le boucher de Khan Yunis, c'est quelque chose qui fait vraiment pitié, parce que la seule chose qui est vraie dans tout ça, c'est qu'il est né à Khan Yunis, ça c'est vrai, ok. Mais le boucher, bonsoir, c'est pas difficile de démonter cette affirmation. À l'époque, quand les Israéliens capturaient quelqu'un, un combattant, ils le condamnaient par un tribunal militaire, ce qui est tout à fait illégal, mais ça n'empêche qu'à l'époque, il y avait encore une espèce de logique, si on peut dire, c'est-à-dire qu'un mort, une condamnation à perpétuité. Donc en tout et pour tout, et c'est l'accusation israélienne contre Yahya Sinwar, quand il a été mis en prison à perpétuité, eh bien ça a été, vous êtes condamné à 4 perpétuités. Parce qu'effectivement, il y avait eu 4 espions qui avaient été exécutés au premier temps de la résistance dans les années 87, 86, 85, 84, 83. Parce que c'est en 82, 83 que la collecte des armes a commencé autour du Cheikh Yassine. Voilà, je ne sais plus où on était parti, mais... Oui. Attendez, il y a une question derrière pour quelqu'un qui ne sait pas encore expliqué. Mon français, c'est pas très bon, mais la question, c'est historiquement, pas maintenant à Gaza. Vous êtes palestinien? Non, je suis sahraoui. Ah, d'accord. Maintenant, Vous connaissez Gilles Devers, alors? Oui, c'est le même avocat. Maintenant, nous voyons que c'est le même pour les chrétiens et pour les musulmans dans Gaza ou dans le Liban, ils souffrent les mêmes situations. Mais historiquement, est-ce qu'il y a une différence, le mouvement sioniste et l'État d'Israël, est-ce qu'il n'y a pas une traite différente pour les musulmans et pour les chrétiens? Ici, oui, c'est pourquoi? Disons que là, on sort du sujet de mon bouquin, mais historiquement, ce que vous dites est vrai. Par exemple, au moment de la guerre de 48, eh bien, il y a certaines régions où les milices juives qui préexistaient à l'armée israélienne ont levé un peu le pied. Et c'est pour ça que dans certaines régions, comme Nazareth par exemple, il y a aujourd'hui encore des chrétiens parce qu'ils se sont dit, bon, bah, on est dans une région qui est sensible pour les pays occidentaux, vaut mieux pas trop écraser. Donc il y a eu un traitement différentiel à ce moment-là. Il y a sûrement d'autres exemples historiques. Mais moi, en ce qui concerne mon travail, mon expérience à Gaza, je ne vois pas, non, je ne vois pas. En ce qui concerne les mouvements de libération, les deux leaders du FPLP, Georges Habash et Wali Haddad, à ma connaissance, étaient chrétiens. Mais bon, ça n'a pas joué dans l'affaire. Juste, je me permets, docteur, une dernière question. Et puis, Une avant-dernière. Qu'en est-il de la réception de vos travaux ici? Est-ce que vous êtes invité des fois à témoigner, faire part de votre expérience dans des instances officielles? Officielle? Oui. Ah non. Française? Non, officielle française, non. Ah non, pas du tout. Je suis allé une fois, mais c'est tout à fait par hasard. Quand je suis revenu de Gaza au mois d'avril dernier, il y avait un médecin dont j'avais fait la connaissance de loin, d'ailleurs. J'ai fait la connaissance même après, d'ailleurs. Enfin, il était arrivé, il avait fait un tour à Gaza avant moi. Il avait un copain qui connaissait Macron. Voilà. Et donc, quand je suis revenu de Gaza, le collègue m'a chopé en me disant, on a un rendez-vous tel jour à telle heure avec la conseillère de Macron, qui est la conseillère de Macron à l'Élysée pour le Proche-Orient. C'est pas le ministère des Affaires étrangères, c'est voilà. Et j'y suis allé direct.
À tel point d'ailleurs que je suis arrivé avec 1 heure d'avance parce que j'étais encore à l'heure de Gaza. Il y a 1 heure de décalage horaire. Et donc j'ai arrêter 1 heure. Et là, on a passé 1 heure et demie avec la conseillère. Et c'était catastrophique. Qui était qui? Qui était? Anne-Claire Legendre, ancienne ambassadrice en titre. Il paraît qu'elle est arabisante, bien que bretonne, donc quelqu'un qui a fait des efforts, qui est très cultivé, très éduqué, plein de diplômes, etc. Quand je suis arrivé, je lui ai dit, vous avez combien de temps? Elle m'a dit, le temps que vous voulez, ce qui m'étonnait énormément. Mais pendant 1 heure et demie, elle s'est comportée en porte-parole de la position de Macron. Ce qui fait qu'elle disait des trucs énormes, et c'était même assez risible, si on peut dire, parce que moi, quand je connais un petit peu la situation juridique, truc, machin, etc., mon collègue médecin qui m'avait amené là ne savait pas, donc je lui faisais de la pédagogie. Alors, ça donnait la chose suivante. J'expliquais que, eh ben, non, c'est ceci, c'est cela. Alors, je voyais la tête de l'ambassadrice qui devenait la couleur de cette table, parce qu'elle se rendait compte que je me fichais de ça. Bon, voilà. Donc, non, ça... Non, aucun témoignage. Question par ici, là-bas. Oui. Merci, professeur. Pardon que je parle pas beaucoup français. Mais mon question, est-ce que Palestine il continue comme ça ou il vient un jour qu'il sera un pays souverain, indépendant? Moi, je suis optimiste par nature, mais ce n'est pas moi qui fais l'histoire. Mais ça n'empêche que quand on voit l'ancrage des Palestiniens sur leur terre, leur décision de rester, le fait que l'opinion mondiale est massivement pour eux, l'Assemblée générale des Nations unies est massivement les soutiens, le soutien ne baisse pas. Donc je pense que la proposition, d'ailleurs, qui était celle du Cheikh Yassine depuis des dizaines d'années et dont personne ne parle, alors que c'est la proposition la plus raisonnable, c'est-à-dire cette notion de trêve de longue durée, 15 ans, 25 ans, voyez. Je pense que la trêve de longue durée est la meilleure solution qui permettrait de créer un État palestinien sans reconnaissance d'Israël, puisque les critères étatiques d'Israël sont toujours à déterminer, on ne les connaît pas. Et suivi après cette trêve de longue durée, à l'issue d'une période de calme, et d'ailleurs Yassine Ouattara a dit exactement la même chose, d'ailleurs, on n'en parle pas, mais après 25 ans évidemment de calme, la situation sera différente. Et à ce moment-là, des décisions pourront être prises pour la définition des frontières définitives sur la base de l'autodétermination. Et c'est exactement ce que la procureure de la Cour pénale a écrit dans son texte quand elle a ouvert une enquête approfondie. Elle a dit exactement ça. Elle a dit, moi j'enquête sur tel territoire, mais ce n'est pas les frontières. Les frontières, c'est l'autodétermination. Donc voilà, on voit que sur le plan juridique et sur le plan de la volonté des Palestiniens, vous avez une concordance absolue. Par contre, c'est les exécutifs, notamment américains, qui s'y opposent. Oui. Oui, mais l'Occident, il continue toujours, qu'il ne connaît pas la terre palestinienne. Oui, l'Occident, il continue toujours, mais voyez, si demain, par exemple, il y avait les mandats d'arrêt sont enfin sortis du bureau, du jury, enfin de la Cour, soit lancés contre Netanyahou, on va se tourner vers M. Macron. Et écoutez, vous avez dit tel jour, que vous étiez pour le droit, l'application du droit international. Vous financez le droit international. Donc, est-ce que vous allez appliquer la décision de la Cour, c'est-à-dire d'empêcher M. Macron de venir chez vous, de le livrer à la Cour pénale internationale? Autrement dit, on va avoir une espèce de pression, cette fois-ci à l'inverse, sur les politiques qui soutiennent. Et il y a un moment donné où ils ne pourront plus. On sera obligé. Alors la question, c'est dans combien de temps, évidemment. Mais c'est inéluctable, c'est inimaginable. Vous êtes 11 millions de Palestiniens, c'est 7 millions contre Macron, là, maintenant, la Cour fait aussi une plainte contre Macron comme complice. Bien sûr, c'est de la complicité de génocide, c'est évident. Il y a des bombes qui tombent, c'est toi qui les vends, tu es complice. Autrement dit, certains disent d'une manière cynique que l'année 2024 va être une bonne année pour les avocats. Bon, je crois que ça va durer encore longtemps, mais en tout cas, c'est ça, ou alors la jungle. Est-ce que vous êtes au courant de ce que Yassine a prédit, Cheikh Yassine a prédit
en 2025 la fin d'Israël. Oui, alors ça, Est-ce que vous êtes- est-ce que bien vous avez sûr, une je suis au notion courant, là-dessus? mais ça, je ne l'aurais jamais écrit dans mon bouquin. Parce que Ouais. vous savez, quand vous prenez des engagements comme ça, si ça ne marche pas, ça fait 10 ans que j'entends dire et écrire qu'en 2016, en 2018, la vie ne sera plus possible à Gaza. Bah si, elle est possible, les gars sont toujours là. Donc je crois que, en tout cas, je crois que s'il était aujourd'hui ici, il aurait une bonne réponse. C'est-à-dire que les générations, ça, voilà, il y a des cycles. Et c'est vrai que ce qu'il a dit, 1998, l'interview, hein. 1998, ça c'est impressionnant de vision. Quoi. Il n'y a pas encore des questions là-bas. Non, Mesdames. Allez. Ah, oui. Et puis une dame derrière. Préparez une question, hein, d'accord? Alors, cher ami, dis-moi. Eh bien, je reviens sur cette résilience qui n'est pas seulement à Gaza. J'ai fait une mission de 3 mois en Cisjordanie et j'ai des contacts avec les gens que j'ai rencontrés en Cisjordanie et je vois que je partage ton optimisme parce qu'il y a cette sorte de générale résilience, que ce soit en Cisjordanie, je ne connais pas Gaza, et ça me permet de me lever le matin. En fait, de voir que c'est quelque chose qui est tellement fort, qui est tellement incroyable, que je pense qu'il y a une piste là. Il doit y avoir un fil rouge quelque part avec ça. Oui, tout à fait. C'est la position de gens qui n'ont pas le choix. C'est la position aussi, parce que tu vois, on parle souvent des soldats qui reviennent du combat, 30% classiquement, et c'est vrai, reviennent complètement perturbés, etc. Imagine les combattants palestiniens et israéliens qui rentrent chez eux aujourd'hui. Il y a un monde entre les deux. Il y a un monde. Il y en a un qui n'a pas le choix, qui croit, qui a des valeurs, qui se renforce d'une certaine façon, et l'autre qui, au contraire, comment est-ce qu'on peut survivre bien dans sa tête après avoir vu des choses pareilles, tu vois, là, il y a des tables rondes de psychiatrie qui seraient nécessaires pour analyser ce qui se passe dans la tête de gens éduqués, alphabétisés, et qui se comportent comme ça, tu vois. Mesdames, il y avait une question derrière. Allez-y. Allez-y, posez une question. Sinon, je vais me faire critiquer par ma femme. Non, je voudrais une dame. Oui, allez-y. Il y a quand même des choses qui vous ont frappé, peut-être des choses qui manquent. Est-ce que vous connaissiez le Cheikh Yassine avant? Qu'est-ce que vous en saviez? Ah, elles sont jeunes et timides. Enfin, oui. Il y a une chose qui me frappe, surtout après la lecture du livre sur la politique extérieure du Hamas, c'est qu'on voit une politique qui est extrêmement subtile, qui est réfléchie, qui est le contraire, je dirais, de la brutalité israélienne. Et on voit un manque de compréhension des mentalités. Comment est-ce que vous expliquez que Israël s'intéresse aussi peu à la mentalité des gens qui cherchent à écraser? Écoutez, moi, Il faudrait commencer par là. je ne l'explique pas parce que essayer de l'expliquer, c'est essayer de la comprendre. Je n'y comprends rien. Alors, je m'intéresse, je dois dire, très peu à ce qui se passe en Israël parce que Israël n'a pas le comportement d'un État, c'est-à-dire d'un interlocuteur qui parle avec les mêmes outils, les mêmes moyens, et donc dont on peut cerner les points sur lesquels on n'est pas d'accord. Le comportement israélien, c'est le comportement absolument d'un lobby. C'est pas les lobbies, ça existe, c'est légal, pourquoi pas, etc. Mais un lobby, on ne va pas discuter, négocier, on ne va pas signer un contrat avec un lobby. Non, le lobby, il est là pour faire du lobbying. Et donc, moi, quand je vois, et c'est le reproche que je fais à beaucoup de gens qu'on voit, parce que dans les médias, on voit quand même des gens qui soutiennent les Palestiniens, mais ils soutiennent les Palestiniens la plupart du temps en ayant un éclairage israélien, pour le critiquer, mais en ayant un éclairage israélien. Et donc, ils ne se rendent pas compte, comme le disait très bien Yahya Sinwar, que l'islam, que le Hamas, ça fait partie de la société palestinienne. C'est la société, vous voyez, c'est pas un mouvement qu'on va éradiquer, mettre dans un coin. C'est une chose comme ça, vous voyez.
Et si vous prenez par exemple le Henri Laurence qui a fait 5 bouquins de 900 pages chacun, et il y en a un qui correspond en gros à la période d'activité maximum du Cheikh Yassine. Arafat, là je ne parle pas d'Israël, mais enfin Arafat a dealé avec Israël, donc ça reste un petit peu dans la même mayonnaise, si j'ose dire. Arafat est cité plus de 300 fois, le Cheikh Yassine est cité 2 fois. Alors que l'importance historique de la pensée et de l'action du Cheikh Yassine est beaucoup, beaucoup plus importante que celle d'Arafat. On focalise sur un récit, sur une épopée, alors que la réalité sociale et du terrain est ailleurs. Vous ne pensez pas que ça vient de la rareté des sources concernant... Alors oui, mais ça, les chercheurs, ils sont faits pour chercher, je suis désolé. Hein. Il faut qu'ils aillent à la source. Hein. Mais, donc moi, toutes les questions qu'on me pose sur Israël, franchement, ça ne m'intéresse pas parce que ce n'est pas de là que viendra des propositions, une solution, quelque chose de raisonnable, évidemment. Excusez-moi, professeur, vous auriez des cartes de visite, plusieurs pour tout le monde? Écoutez, mon adresse mail, c'est mon nom avec un point entre les deux, christophe.oberlin@gmail.com. Donc, je n'ai pas besoin de carte de visite. Moi, je préfère une carte de visite. Non, je n'ai pas de carte de visite. Vous êtes un beau visiteur. Non, je ne fais pas de... Allez, mesdames, faites-moi plaisir. On peut prendre peut-être une question ici, une dernière, alors, parce que quand même, voilà. Oui, en réalité, une petite précision. Cheikh Yassine avait prédit la fin de l'État d'Israël en 2027. Parce que pour lui, 27. Je vous dis pourquoi. 25. J'explique pourquoi. 27 parce que pour lui, les Israélites, ils n'ont jamais régné plus que 80 ans. Donc 27, ça sera 80. Comme les 27 pays d'Europe. Oui, mais je ne crois pas que ce soit la chose à retenir du Cheikh Yassine, parce que imaginez qu'en 2027, ça n'est pas changé, on va mettre tout le Cheikh Yassine, alors il faut le lire et l'écouter, le Cheikh Yassine. Oui. Oui, j'avais une question sur l'État d'Israël. Est-ce que, j'avais vu une vidéo où les jeunes, ils étaient, il y avait un professeur d'histoire qui racontait ce qui se passait là-bas. Et genre les jeunes, ils insultaient le professeur, ils lui crachaient dessus et tout. Mais ils ont les réseaux sociaux. Ils voient ce qui se passe. Genre c'est comme Corée du Nord, ils voient rien. Oui, non, mais c'est ça qui est dramatique. C'est ça qui est dramatique. Et c'est ça qui fait qu'on devrait étudier la société israélienne avec une approche psychiatrique. Absolument. Parce qu'il y a bien entendu, il y a des gens très très bien d'Israël. J'allais dire, une fois, on avait invité quelqu'un, je ne sais plus où, une jeune femme, et on lui disait, en Israël, il y a des gens qui sont drôlement positifs, ils font des travails. Elle dit oui, je les connais tous. Elle a fait comme ça. Voilà. Mais ma question c'était, est-ce que genre c'est comme en Corée du Nord, quand ils vont sur Internet, genre c'est que ce que... Non, et je vais te donner, excuse-moi de te tutoyer, est-ce qu'ils voient tout à l'âge de mes étudiants. Je donne un exemple. J'ai 2 de mes anciens étudiants qui se sont installés en Israël. Voilà. Et depuis 10 ans pour l'un et 15 ans l'autre. Au 7 octobre, avec lequel je suis en relation, un petit mail une fois tous les 6 mois. Pas grand-chose, mais j'ai gardé le contact. Après le 7 octobre, les 2 ont repris contact avec moi. Moi, j'ai rien dit. Hein. C'est eux qui ont m'insulté, etc., etc. Mais le simple fait qu'ils s'adressent à leur prof, leur ancien prof, avec un contact, c'est quand même significatif, tu vois. Et il y en a un avec lequel je continue à avoir des contacts. J'ai même fait un Zoom une fois avec lui, pendant 1h30, 2 heures. Mais c'était incompréhensible ce qui se passe dans sa tête, parce qu'il me respecte, il me parle, tu vois, il ne coupe pas le truc, mais il me dit des horreurs absolues. Et je me rends compte qu'il est complètement formaté et que le fait qu'on soit opposé le perturbe, mais pas plus que ça. Et donc, il a 45 ans, il est chirurgien, il a des enfants, et il pense que c'est son devoir pour protéger ses enfants. Protéger ses enfants, ce sont ses mots. Moi, les mots qu'il emploie font frémir, quoi, parce qu'on se rend compte qu'il est complètement en dehors de la réalité, alors qu'il a vécu en France jusqu'à peut-être 25 ou 30 ans.
Et voilà. Donc ça, c'est vraiment directement poser la question au psychiatre. Qu'est-ce qui se passe avec ce personnage qui n'interrompt pas, qui coupe pas la communication et qui est complètement... Mais ils ont Internet là-bas et tout. Bien sûr, mais attends. Ouais, mais Moi d'ailleurs, il veut plus regarder les vidéos maintenant que je lui envoie. Il dit, on se tutoie aussi les collègues, à partir de maintenant, je ne regarde plus les vidéos que tu m'envoies. Alors je lui réponds, et je vois qu'il m'a lu. Alors je lui envoie un petit audio, et puis il m'envoie un petit audio. Pour l'instant, il y a encore un petit fil qui nous retient, tu vois. C'est mystérieux. Vous savez, un psychologue, il étudie presque 10 ans, un psychiatre 5 ans. Oui, mais il y a du travail Un psychologue. à faire de ce côté-là. Oui. Pardon, professeur, Israël est un vrai pays ou un projet américain-européen? Pardon, je n'ai pas entendu le milieu. Israël est un vrai pays sur la terre palestinienne ou un projet américain-européen? Écoutez, vous avez la question et la réponse là. Pour dire des choses peut-être que la plupart des gens ignorent, le projet d'implantation d'un État juif en Palestine ne date pas du tout de Théodore Herzl et de la fin du 19e siècle. C'est un projet très ancien. Il y a des livres qui ont été écrits là-dessus. Et en gros, dès le 12e, 13e siècle, il y avait une espèce de projet antisémite qui consistait à se débarrasser des Juifs pour les envoyer en Palestine. Et ça, c'est sourcé historiquement. À une période plus récente, c'est 1845, il y avait le Premier ministre anglais, Lord Palmerston, qui a proposé à la reine Victoria et qui a même demandé au bureau colonial d'étudier la possibilité de création d'un État juif en Palestine. Vous voyez ? Donc, au départ et très clairement, c'est un projet antisémite. Donc ça, voilà. Donc on vous dit que c'est les Américains, les Européens, c'est un projet antisémite occidental initialement. Et puis après, de création d'un État, vous entamez une deuxième partie, Israël est-il un État? Et là, la réponse, très clairement, il y a les critères étatiques, bien sûr, qu'on apprend à l'école, dans les instituts d'études politiques et tout ça. Un État, finalement, c'est des gens qui se réunissent et qui décident d'avoir déjà une loi commune, c'est-à-dire qu'on commence à faire passer l'intérêt général par rapport à l'intérêt particulier. Alors, il y a eu des villes-États au Proche-Orient, il y a 2000 ans. Et puis, il y a 5 villes-États qui se sont réunis un jour. Ça fait la Philistia, Ashkelon, Ashdod, Ekron, Gath et je ne sais plus laquelle, Gaza, tout simplement. Voilà. Donc, État palestinien, historiquement, il y a eu un État palestinien il y a très très longtemps. Bon, sans continuer indéfiniment. État israélien, pas de frontières, pas de loi commune, une armée d'invasion qui ne se limite pas du tout à limiter l'accès à son territoire. Création par l'ONU. Alors là, M. Macron a sorti une erreur, mais catastrophique. L'ONU n'a jamais créé les États. L'ONU reconnaît éventuellement les États. Mais l'ONU n'a pas... Elle a reconnu de fait l'État d'Israël, mais il n'a pas du tout en 1947 ou 48, 47. En 1947, l'ONU a émis un avis qui était un plan de partage de la Palestine. Donc on ne partage que ce qui existe. L'État palestinien existait depuis 1923. Là, il y a un État sous mandat, comme les 3/4 de la population de la Terre à l'époque, du fait du colonialisme, mais un État quand même, avec tous les critères étatiques, système juridique, égalité des citoyens, frontières reconnues, etc., etc., accords internationaux. La Palestine mandataire a passé des accords internationaux avec une quinzaine d'États, y compris la puissance mandataire, le Royaume-Uni, mais tous les critères étatiques étaient là. Donc, en 1947, il y a eu un avis, on a proposé un plan de partage qui n'a pas été respecté. Voilà. Donc c'est très, juridiquement, historiquement, c'est quand même très léger pour parler d'État israélien ancré dans le marbre, etc. Mais au Sinaï, il y a une minuscule sculpture qui est dédiée à Dieu, et dans le Sinaï, il n'y a presque personne. C'est du sable. Certes. Cher ami, en parlant de l'ONU, en 1975, elle a condamné le sionisme comme une politique d'apartheid et de racisme.
ça fait partie de tous les éléments du dossier ça fera partie du dossier le jour venu. Hein, Non, c'est la résolution mais, 39. mais vous avez parlé d'apartheid, c'est ça? Oui, c'était La notion d'apartheid, là aussi, est souvent mal utilisée, en ce sens que l'apartheid, aujourd'hui, juridiquement, on peut en parler uniquement à l'intérieur du territoire de 48. Vous avez effectivement deux populations discriminées qui ont pour l'une et qui ont des droits différents. En ce qui concerne Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est, toutes les sources de droit convergent, ils sont d'accord pour dire que c'est un état d'occupation. Le siège de l'occupation, c'est pareil. Donc c'est le droit de l'occupation, c'est le droit de la guerre qui joue. Ce n'est pas la 4e et la 3e convention de Genève, c'est-à-dire que les tribunaux sont illégaux, la loi est illégale, etc. Est-ce que ça, Rien ne c'est s'applique. pire que l'apartheid? Exactement. C'est ça Voilà. qu'il faut dire. Donc on ne peut pas parler d'apartheid en Cisjordanie, non, c'est le droit de la guerre, c'est différent. Hein. Une dernière question? Oui. Ouais. Pour la proposition de partage de 47, Jacques Beau a rappelé que cette proposition de l'ONU et que cette proposition devait être acceptée par les gens qui habitent là-bas. Et ça n'a jamais été fait. Donc les Israéliens sont intervenus et ont chassé les Palestiniens. Donc c'est une condition de l'ONU que ce soit soumis à la décision des... Absolument. Il faut la lire, hein. Ça se lit très facilement. C'est la résolution 181, c'est facile à lire, c'est pas du juridique compliqué. Et donc ce que tu dis est parfaitement exact. Et justement, en cas de conflit à propos de la réalisation, il était même prévu des sanctions. Voilà, donc tout était écrit dedans. Il ne faut pas dire que ce partage, évidemment, était une solution idéale. On arrive et on dit à un pays, vous allez vous diviser en deux. Évidemment, ça n'était pas acceptable, mais il n'empêche que dans la logique de ce partage, rien n'a été fait pour suivre quoi que ce soit. Oui. Juste dans ce partage, cette proposition de partage, les exilés avant 1948, ils ne sont pas ils rentrent pas en matière parce qu'ils n'auront pas le droit de retour. Oui, ce que vous voulez dire, c'est que deux États ne réglera pas la question des Palestiniens de 48. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, ils disent et nous, bien sûr. L'idée générale du Hamas, du Cheikh Yassine, c'est de proposer un plan par étapes raisonnable, en sachant que, évidemment, l'idéal, après 10 ans, 15 ans, 25 ans, c'est un référendum d'autodétermination et un seul État, tout simplement, où tout le monde a l'égalité des droits. C'est quand même la logique, quoi. Est-ce qu'au vu de tout ce qu'on voit, tout ce qu'on a vu pendant l'année et les décennies passées, est-ce que, je vais dire tu, parce que je suis médecin comme toi. C'est la caste d'un médecin. Pour dire clairement que Israël a tout fait pour qu'il n'y ait ni paix ni partage. Voilà. Ben, je veux dire, c'est ce qui ressort de l'année écoulée et qui, pour beaucoup de gens, et notamment pour moi, était inimaginable. C'est-à-dire que je pensais qu'il y avait je pensais que cette espèce de vision du grand Israël était définitivement enterrée. Eh ben, on s'aperçoit qu'en 2024, ce n'est pas le cas. Et à coup de bombes qui font des cratères de 20 mètres de profondeur, on entend. Et c'est ça, cette découverte effrayante de l'année qui s'est passée. Oui. Hier, mon frère Hani a dit dans la khutba de ce centre islamique, là, vendredi hier, il a dit c'est une grande tristesse, où a-t-on met Dieu est là. Voilà notre espoir, numéro 1. Numéro 2, par contre, que penser dans quelques jours, l'Amérique va choisir entre un président zioniste ou une présidente zioniste. Où va-t-on? Quel est l'avenir? Mais Israël a rendu le Sinaï. Il y a eu la paix du camp David en 78. Il y a eu la paix. C'est la paix qui compte avant toute chose. La paix, c'est ce qui se passe dans la tête des gens.
C'est-à-dire que on a accepté, on est convaincu, c'est le repos du cerveau. C'est pas le cessez-le-feu. Vous savez, dans le Sinaï, il n'y a que des mines de pierres semi-précieuses. Ouais. Très bien, écoutez, moi je pense qu'on ne va pas abuser quand même du professeur docteur Christophe Oberlin. On le remercie pour cet excellent exposé, vraiment c'était passionnant. Et puis, il est possible aussi, il y a des livres là, il peut les dédicacer pour ceux qui veulent se procurer certains de ses ouvrages. Et il vous a expliqué qu'il ne gagne rien lui-même par rapport à ses ouvrages. Voilà.